Voilà, donc je fais un test de son. Est-ce que le son pour vous est OK? Alors est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est OK? Et je vais démarrer ce point marché. Est-ce que vous m'entendez bien? Son et image parfait. Merci beaucoup Vincent. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouveau point marché, donc consacré aux vagues d'Elliott et aux fourchettes d'Andrews. Donc j'en profite pour souhaiter la bienvenue à nos auditeurs. Donc Fievel, bonjour, bonjour Taha également. Donc merci à vous de vous joindre donc sur ce point marché. Alors petite information très rapide. N'oubliez pas que je publie chaque jour donc des articles sur DailyFX. L'article donc qui s'appelle La quotidienne, hein, vague d'Elliott, fourchette d'Andrews. L'article d'aujourd'hui était sur le DAX en unité mensuelle. Donc j'ai présenté au travers de cet article quel était le décompte elliottiste et les fourchettes d'Andrews qui ont cours. Donc je vous invite à lire ces articles parce qu'ils sont avant tout pédagogique puisque j'explique au-delà de ma vision de marché, j'explique comment fonctionnent donc les décomptes elliotistes, ce qu'on peut en attendre, les contraintes, et comment moi j'articule ces décomptes avec les différents canaux et les niveaux Fibonacci que je vois, donc que j'analyse sur les marchés. Donc nous allons attaquer ce point par un rappel rapide justement du DAX que nous avions vu. Alors en introduction, je vais juste vous indiquer quel est le plan de ce webinaire. Ce webinaire sera consacré principalement aux indices, justement. Euh, je viendrai visiteur sur les WXY, j'y reviendrai. Donc aux indices, on verra notamment après une introduction très rapide sur le DAX, nous verrons le CAC 40 puisqu'il m'a été demandé la semaine dernière, nous verrons ensemble le SP500 et le Nikkei, puis je viendrai aux matières premières, notamment le gold, le cuivre et le pétrole. Et nous terminerons en fonction du temps sur l'euro-yen qui m'a également été demandé la semaine dernière et l'euro face à la livre. Voilà, donc attaquons ce point marché. Nous avons une heure devant nous. Nous sommes ici devant le DAX en horizon mensuel. Nous avons donc deux belles fourchettes d'Andrews. Une première fourchette qui est calée sur les bas, comme vous pouvez le voir ici. Alors c'est pas une fourchette d'Andrews. Bonjour Cédric, hein, bonjour à tous, bonjour Crani, bonjour PYJ, ça fait très plaisir Voodoo de vous voir. Donc cette fourchette d'Andrews n'est pas une fourchette d'Andrews, j'ai envie de dire, totalement objective, hein, puisque normalement nous sommes censés utiliser les points pivots optimum. Néanmoins, j'aime bien caler les fourchettes d'Andrews par rapport à la première information disponible, ici c'était le bas, et vérifier à ce moment-là, quand je tords un peu la fourchette d'Andrews, vérifier si la ligne médiane offre des contacts intéressants. Ça a été le cas ici, ça a été le cas ici, et à ce moment-là, eh bien c'est la fourchette d'Andrews que je choisis, mais il est à ce moment-là de bon ton, j'ai envie de dire, de la mettre en pointillé puisqu'elle contient un degré de subjectivité. Donc plus elle sera subjective, évidemment, moins son poids sera important, et donc en termes de contraintes, j'ai envie de dire technique, eh bien ce sera une contrainte donc plus ou moins forte. Alors, comment trace-t-on une warning line? Question de la part de visiteurs. Alors, c'est très simple. Pour placer une warning line, euh, vous pouvez utiliser une nouvelle fourchette d'Andrews. Donc, je vais en tracer une très rapidement. Donc, je vous prenez fourchette d'Andrews. Alors, je vais essayer d'y arriver. Voilà. En mode free, vous prenez n'importe quel point sur la borne basse ou haute pour laquelle vous voulez positionner. Donc alors déjà pour les mini NLH, c'est comme ça que vous ferez.
Donc vous positionnez votre fourchette, vous ajustez l'angle, voyez, de façon à ce que ça colle, et puis tout simplement vous mettez une droite sur la ligne médiane et vous avez donc votre mini MLH. Pour les warning lines, vous prenez la fourchette que vous venez de tracer, vous la décalez légèrement vers le bas et puis vous reportez cette ligne et vous avez votre warning line. Voilà, donc petit cours d'utilisation donc de MarketScope. Effectivement, les fonctions de mini MLH et de warning line sont pas prévues dans le menu des fourchettes d'Andrews, hein, ça viendra peut-être un jour. En attendant, c'est la façon la plus simple de procéder. On voit d'ailleurs ici la réaction des cours, hein, sur cette mini MLH. Donc ce sont effectivement des zones qui peuvent servir de support ou de résistance en fonction de où se trouvent les cours par rapport à ces obliques. Donc pour revenir sur le DAX, je vous invite vraiment à lire l'article, hein. Donc nous avons fait une vague 1, 2 et une vague 3. Nous sommes donc en déploiement de notre vague 4. En rappel, une vague, je t'en prie visiteur, une vague d'impulsion se fait en 5 temps. Donc 1, 2, 3, 4, il manque une vague 5 haussière. Pour le coup, elle est clairement visible. 1, 2, 3, nous sommes en train de faire la 4. Et nous attendons donc à une vague 5 haussière. La question, c'est à partir de quand cette vague 4, à partir de quand on pourra se dire raisonnablement qu'elle est terminée, et donc à partir de quand on pourra se dire qu'il est temps, largement temps maintenant, de s'investir, j'ai envie de dire, à l'achat pour du swing sur cet actif. Alors ce que je disais donc dans cet article, c'est qu'il y a deux scénarios. Alors je reviens, hein, dessus parce que pour le CAC 40, l'ESP et le Nikkei, c'est à peu près la même chose. Donc c'est bien de poser les éléments, ça vous permettra ensuite tout de suite de faire des analogies sur les autres indices, qu'ils soient américains ou asiatiques. Donc nous avons ici une fourchette d'Andrews qui canalise cette vague 1, 2 jusqu'à la vague 3. Vous voyez, la vague 3 était recherchée le haut du canal. Nous sommes en bas de ce canal. Et donc, on peut se dire, en plus, sur support, vous voyez, sur le haut de cette sous-vague 3, sert désormais de support, du moins à faire réagir les cours, même si c'est le bas de canal, hein, qui a provoqué un rejet. On est actuellement au-dessus de ce support, qui est également un niveau Fibonacci important. Donc, c'est peut-être à partir de maintenant, suite peut-être à une légère consolidation, l'indice va peut-être ici latéraliser, hein, quelque temps, c'est pas impossible, mais on peut s'attendre quand même raisonnablement, au regard de ce canal et de ce support, à avoir une réaction haussière. On peut également voir qu'on est en train donc de longer également, plus ou moins maintenant, cette ligne médiane de cette fourchette d'Andrews, hein, qui reste subjective au regard de ce point qui lui n'est pas tout à fait objectif, mais on peut dire globalement que les cours ont rejoint la ligne médiane, c'est donc en fait une forme d'équilibre dynamique, hein, des prix. On peut s'attendre à ce que ça traîne un peu dans le coin et puis que les cours repartent donc à l'assaut de plus haut. Donc ça, c'est le premier scénario si effectivement ce support tient. Alors il y a une règle dans Elliott qui dit qu'en général, il y a une alternance entre la vague 2, vous voyez qu'on a eu une vague 1 haussière, vague 2 de retracement, vague 3 très forte, très puissante, hein. La vague 3 c'est la vague la plus, en général, hein, la plus forte dans un mouvement en 5 temps, et nous déployons une vague 4. Et Elliott nous dit qu'en général il y a une alternance de forme entre la vague 2 et la vague 4. C'est-à-dire que si la vague 2 avait été plus ou moins verticale, donc ça peut être par exemple un drapeau, vous voyez, quelque chose d'assez simple en fait, eh bien on peut avoir une vague 4 complexe, compliquée, plus ou moins plat, pourquoi pas une forme de triangle. Voyez, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être logique au sein d'une vague 4. Donc le marché serait en train de latéraliser de façon à travailler ce niveau, voyez, de prix qui sont le niveau donc entre les 11 002 et le support actuel des 10 000, donc latéraliser dans cette zone pour prendre de l'énergie et afin de pousser donc, j'ai envie de dire, sur la vague 5, donc haussière. Alors, question de la part de Ahmed. Statistiquement, retrouvez-vous ces figures aussi proprement sur un time frame H4? La réponse est oui, clairement.
En fait, Elliott, c'est une théorie qui se veut fractale. Je vous invite à regarder l'excellent document court qu'avait produit Vincent Gane sur le sujet. C'est une théorie qui se veut donc fractale dans le sens où les mouvements que vous pouvez voir en mensuel peuvent se décomposer en weekly, en daily, en H4 jusqu'en M15 sans problème, et vous allez avoir des vagues en 5 temps, des structures de triangle qui seront synonymes de vague 4 avec une vague 5 haussière derrière. Vous retrouvez, et c'est également pareil pour les fourchettes d'Andrews, vous retrouvez ces particularités-là, que ce soit les fourchettes, que ce soit les décomptes, et évidemment les niveaux Fibonacci, qui font partie intégrante de la théorie elliotiste, donc dans des unités intraday telles que le M15. Alors, donc ici, premier scénario possible, une vague 4 qui se termine globalement ici, avec pourquoi pas une latéralisation puis une dernière poussée haussière. On saura à ce moment-là que cette vague 5 est la dernière vague avant un retracement d'ordre supérieur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va retracer beaucoup plus fort et on pourra voir ensemble quels pourraient être les objectifs. Mais globalement, pourquoi pas ici un support qui permettrait donc peut-être aux acheteurs de se manifester clairement pour aller à l'assaut de nouveau plus haut. Alors Elliott nous dit également, et là je vais venir un peu en contradiction de ce scénario, que en fait la vague 4 est censée rechercher le territoire de la sous-vague 4 précédente. Alors je vais m'expliquer. Vous voyez cette vague 3, elle s'est faite également en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Cette vague 5 se fera également en 5 temps. D'accord? C'est le principe clé des vagues d'impulsion. Les vagues 1, les vagues 3 et les vagues 5 se font en 5 temps, à l'exception des diagonales d'initialisation et des diagonales terminales, mais on aura l'occasion d'y venir plus tard par des exemples, notamment sur l'or. Alors, ce que nous dit donc Elliott quand on a un mouvement classique d'impulsion, c'est que la vague 4, cette vague qui est ici, est censée revisiter le territoire de la sous-vague 4 précédente. D'accord? Et donc, on voit très bien que là, on a entamé, donc, on a été mordre le territoire de la sous-vague 4, mais on ne l'a pas pénétré. Or, Elliott nous dit on est quand même censé pénétrer. C'est pour ça que dans le scénario 2, je n'exclus pas un retour plus profond. Vous voyez, on pourrait tout à fait avoir une structure en zigzag, une première vague d'impulsion correctrice, une vague A, puis une vague B, qui viendrait rechercher ce niveau de résistance ici, et puis faire une vague C baissière, donc en A, B, C, donc en 3 temps, pour aller rechercher, donc pourquoi pas, ces niveaux-ci, c'est-à-dire les niveaux entre 8005, 9005, et à ce moment-là, nous serions sur le bas de ce canal Andrews, avec clairement, cette fois-ci, une opportunité d'achat swing pour aller rechercher des plus hauts. Mais si nous faisons un ABC, c'est peut-être également en contradiction avec cette vague 2 qui était également verticale. Or, par principe d'alternance, on peut tout à fait avoir un triangle sur la zone, et donc ce scénario 1, qui nous dirait on latéralise un peu, avant extraction des cours par le haut, pourrait donc avoir tout son sens, en termes donc d'analyse elliotiste. Donc c'est pour ça que je vous donnais ce seuil, le seuil des 10 030, le seuil en fait plus ou moins actuel, 10 200, 10 000, 10 200, qui est un support, clairement, qui est le bas d'un canal. Et donc ici, je préconise plutôt des achats que des ventes, évidemment, sur ce seuil. On ne vend pas un support, on peut vendre la cassure d'un support après pullback, mais ici nous sommes sur support, croisé, et donc il faut privilégier les achats. Avec toujours en idée que ce retracement peut bloquer sur cette zone des 11 400 si ce scénario se révèle exact, et à ce moment-là, il peut y avoir une indécision ici, d'où un triangle ou alors un drapeau. Voilà. Alors nous allons voir maintenant le CAC 40 ensemble. Alors existe-t-il une vague théorique de la part, donc question de la part de visiteurs? En fait, c'est la théorie elliotiste. Quand des plus hauts sont réalisés par le marché, on est dans des vagues d'impulsion et ces vagues se comptent toujours en 5 temps. Il peut parfois y avoir une vague 5 tronquée, c'est-à-dire que la vague 5 échoue à battre
le haut de la 3. Ce n'est pas une généralité, la plupart du temps nous avons une vague 5 qui vient faire un plus haut, et en général ce qui se passe c'est qu'une divergence apparaît sur les oscillateurs, et quand vous avez une divergence qui apparaît, c'est synonyme que nous sommes en train de faire la plupart du temps une vague 5, c'est-à-dire une fin de mouvement haussier. C'est la vague, j'ai envie de dire finale, hein, c'est le dernier souffle haussier, et quand on arrive donc ensuite en plus j'ai envie de dire sur des hauts de canaux, eh bien attention danger, c'est le moment où il faut vraiment penser à sortir de la position, prendre ses bénéfices, et surtout si vous voulez tenter des achats dans des time frames, j'ai envie de dire à court terme, avec des leviers évidemment les plus faibles possibles, puisque vous êtes sur des zones potentiellement de retournement, donc des zones de tension. Alors, nous allons voir, mais évidemment, si nous sommes ici, c'est pas parce que nous arrivons sur ce point-là qu'il faudra se mettre à vendre. J'ai plutôt envie de dire qu'il faudra prendre des bénéfices si vous arrivez sur cette surface, sur cette zone-ci, et ne vendre que si vous avez effectivement, si on constate une réaction du marché clair, une avalanche baissière par exemple, vous voyez, un double top en unité par exemple semaine ou en unité journalière, bref, une structure chartiste de retournement, un signe que des vendeurs clairement se manifestent sur la zone, et à ce moment-là, nous en tant que particuliers, on essaiera de prendre ce train en marche, mais on ne se positionnera pas à la vente, j'ai envie de dire in the dark, on attendra un signal clair de retournement de la part du marché. Mais si vous étiez à l'achat, ce sera évidemment des prises de bénéfices, j'ai envie de dire quasiment obligatoires. Alors, voyons maintenant le CAC 40. Alors, le CAC 40, oui, alors, effectivement, dans l'article que je vous citais, que je vous précitais, donc en introduction sur le DAX, alors je vais vous l'afficher de nouveau. Je donne donc question de la part de visiteurs, hein, quels pourraient être les objectifs Fibonacci pour la fin de vague 5. Donc je donne en fait hein, sur cet article, je donne, ou alors c'était sur l'article précédent, peut-être sur l'article précédent, je vous exposais, autant pour moi, je vous exposais en fait des différentes façons de calculer les objectifs pour une vague 5. Alors en fait, il y a plusieurs façons de calculer des objectifs pour une vague 5, donc du coup, excusez-moi, je reviens sur les cours. Et très rapidement, donc en conclusion du DAX, il y a plusieurs façons de calculer un objectif pour une vague 5. Alors, moi déjà, j'ai pris, donc là, c'est parce qu'on a cette vague-ci qui nous permet également de poser des niveaux Fibonacci. En mettant une expansion sur cette grande vague qui est ici, je sais par définition que le niveau des 1,618 de cette grande vague va bloquer les cours de façon quasiment certaine. Donc on a ici de toute façon un premier niveau clé de résistance que sont les 13 300. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. Quand vous positionnez une expansion sur la vague 1-2, vous voyez que là, les 1,618 qui sont très souvent synonymes de fin de vague 3, bloquent les cours. On a la vague 5 qui peut aller rechercher le niveau suivant, c'est-à-dire le niveau des 200%. C'est-à-dire en amplitude, 2 fois cette hauteur-ci reportée sur le bas de la vague 2. Donc si je prends cette hauteur, que je reporte sur le bas de la vague 2, nous sommes exactement ici. C'est un objectif possible pour la vague 5. On peut également avoir une autre façon de calculer cette vague 5, c'est effectivement en prenant le pied de la vague 3 jusqu'à la vague 4 et en recherchant soit le niveau 0,618, soit le niveau des 100%. On voit que le niveau des 100% coïncide, alors pardon, je me suis trompé, je vais reprendre, voilà, soit le niveau des 0,618, soit le niveau des 100%, souvent quand on a une vague 5 en extension, mais ici on voit que le niveau des 0,618 c'est les 13 900, donc globalement on est dans la zone des 13 000, 13 000, 14 000, ça reste une zone hein, suffisamment large, mais dans cette échelle de temps, on voit que c'est une zone quand même relativement confinée, dans laquelle effectivement les prix peuvent se retourner. Donc ça c'est une autre façon de le calculer. Vous avez une autre façon encore de faire, qui est de prendre donc le sommet de la vague 3 jusqu'à la vague 4,
et prendre 1,618. Donc je vais mettre le niveau 1,618. Voilà. Ce niveau des 1,618, c'est les 14 000. On retrouve notre zone 13 000, 14 000. Vous voyez, tout ça se confine plus ou moins dans une zone, dans cette zone-ci. Dernière façon de faire, quand la 3 était en expansion, on a une vague 5 qui peut être égale à la vague 1, à la hauteur de la vague 1 en amplitude. Donc à ce moment-là, nous prenons l'amplitude de la vague 1, nous la reportons sur le bas de la vague 4 et nous arrivons sur les 13 280. Donc on voit globalement que quelle que soit la façon de calculer cette vague 5 en objectif, tout vient dans cette zone-ci, entre les 13 000 et 14 000. Donc si vous étiez à acheteur depuis des niveaux relativement bas, comme les 8500, vous savez que quand on va arriver sur cette zone-là, c'est une zone de prise de bénéfices claire, et donc tous ceux qui tradent, j'ai envie de dire, sur le DAX, sur des horizons moyen terme, vont, je pense vraiment, ici commencer à se poser beaucoup de questions, et je pense que si le DAX devait retracer après très fortement, ce serait vraiment sur ces seuils. Voilà. Donc voilà comment on calcule un objectif de vague 5. Alors nous allons maintenant aller sur le CAC 40. On retrouve à peu près le même genre de structure, c'est-à-dire que nous avons ici une vague 1-2, et puis nous retrouvons nos vagues en 5 temps, notre vague en 5 temps, donc pour aller chercher le sommet de la 3, vous voyez, qui a été cherché, bon, les 1,618 de cette vague-ci. Si je mets une expansion Fibonacci, on voit qu'on est pratiquement allé rechercher les 1,618. Donc nous avons ici une vague 3, assurément. Nous sommes en train de faire une vague 4. La vague 4 pénètre donc le territoire de la sous-vague 4 précédente. Et donc je m'attends ici à ce que cette vague 4 se termine prochainement. On peut pénétrer un peu plus bas. On verra à ce moment-là comment on pourrait positionner en fait une zone acheteuse si effectivement les cours venaient à pénétrer beaucoup plus bas pour aller rechercher pourquoi pas le niveau des 3840 qui serait ici un support clair, puisque nous avons ici une mèche. On voit que le marché a réagi sur cette zone. Tout ça, c'est une zone de plus ou moins de support. Et donc, même des comptes finalement que sur le DAX. C'est-à-dire que nous devrions avoir ici une poussée haussière à terme. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aligner cette fourchette d'Andrews sur le bas, sur les bas. Vous voyez, ici, on a eu des mèches. Donc, on peut essayer de voir ce qui se passerait si j'alignais donc la fourchette d'Andrews sur les bas. Vous voyez, je le fais de cette façon-ci. Vous voyez, donc on voit ainsi que c'était vraiment la partie basse du canal. Donc les cours peuvent tout à fait ici latéraliser encore quelques temps. Il y a du jeu, j'ai envie de dire, pour latéraliser. Avant, pourquoi pas, donc de refaire cette vague 5 haussière. Si on devait aller encore plus bas, c'est-à-dire vraiment tester le territoire de cette vague 4 vraiment profondément, à ce moment-là, j'alignerais complètement ma fourchette sur les plus hauts, c'est-à-dire que j'essaierai de regarder quelle serait la zone temps-prix idéale pour acheter. Eh bien, si cette phase de retracement n'était pas terminée et qu'on devait par exemple réaliser un drapeau, voyez, en alignant les plus hauts, comme ceci, si je devais aligner ça sur les plus bas, on voit que cette zone-ci, ce serait une zone très attractive finalement par le marché pour repartir à l'assaut, j'ai envie de dire de plus haut, parce que pour le coup ça correspondrait vraiment à une zone de support extra forte. Alors il y a une autre particularité Elliott que je vais vous donner, mais vous voyez ici on est sur une zone de support clair et net, chartiste. On voit ici les mèches qui ont été rejetées par le marché. Donc c'est vrai que si le marché devait revenir ici, avec un canal qui est, donc vous voyez, calé sur les hauts, eh bien nous aurions ici une zone extrêmement attractive. Donc un retour sur les 4000, clairement c'est quelque chose qui s'achète. Alors il y a quelque chose qu'on peut citer dans la théorie elliotiste, c'est qu'une vague 4 n'a pas le droit de pénétrer le territoire de la vague 1. C'est-à-dire, alors, est-il possible de vous écrire par email ou Twitter pour des analyses elliotistes sur des actions? C'est une question de la part de Roland.
que je vais donc publier. Alors c'est une question intéressante. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourra être amené à faire de temps à autre quand, voilà, avec le panel des actions qui seront donc proposées par FXCM. Donc pourquoi pas en fonction de mon temps. Alors, en fonction de mon temps, effectivement, je pourrais être amené, pourquoi pas, à réaliser quelques analyses sur Twitter sur les actions. On me demande si le son est encore opérationnel. Donc je pose la question, m'entendez-vous? A priori, je continue de diffuser le son, donc je pense que tout est ok. Peut-être que le problème vient de chez toi, visiteur. Si vous pouvez me confirmer que vous entendez bien le son. Mais a priori, je le diffuse toujours. Alors, je vais revenir donc sur ce concept clé d'Eliott qui nous dit que une vague 4 ne peut pas pénétrer ok, merci Stéphane. Une vague 4 ne peut pas pénétrer le territoire de la vague 1. C'est-à-dire qu'ici, le marché, merci visiteur, merci Stéphane, donc pour le son. On ne peut pas pénétrer, on ne peut pas battre ce support des 4100. Si on venait à casser ce support des 4100, c'est tout le décompte qui est par terre. Ça veut dire qu'on est dans autre chose, et à ce moment-là, il faudrait revoir complètement finalement l'analyse, et on serait donc pas du tout dans un mouvement impulsionnel, et finalement cette grande structure-là serait peut-être ni plus ni moins qu'un triangle. Mais si on fait l'analogie avec le DAX qui lui a cassé nettement cette structure pour aller faire des plus hauts, ce scénario-là ne semblerait pas crédible. Donc, ça veut dire pour moi que si les cours devaient donc revenir sur cette zone-ci, de toute façon, votre stop, il serait positionné en dessous de cette mèche ici, puisqu'on n'est pas censé enfoncer donc cette zone de support. Ça veut dire que dans cette zone-ci, clairement, il va y avoir des acheteurs qui vont se manifester et les cours vont partir de façon certainement impulsionnelle. D'accord? Donc, voilà, ça c'est dans l'hypothèse, évidemment, où le marché veut tester le territoire complètement de cette sous-vague 4, et à ce moment-là, moi ce que je dis, c'est qu'on n'a pas le droit de casser ce support, et donc ici de toute façon, ce serait une excellente opportunité pour se positionner à l'achat. Pour le moment, notre fourchette d'Andrews, c'est celle-ci. La borne basse a toujours fait l'objet de rejet de la part du marché, et donc on peut très bien avoir une réaction haussière sur ce seuil. C'est un support. On peut latéraliser par principe donc d'alternance elliotiste, comme je vous ai cité sur le DAX, et donc faire pourquoi pas un triangle. Nous n'en sommes évidemment pas là. Alors, j'ai également une autre fourchette d'Andrews, parce qu'ici nous avons un point pivot clair, nous avons un deuxième point pivot clair, un troisième point pivot, donc d'ordre supérieur. Et pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas positionner une fourchette d'Andrews sur ces points pivots? Alors la fourchette d'Andrews de base se positionne objectivement sur les pieds de chacun de ces points pivots. On voit que cette fourchette d'Andrews n'apporte rien. Les cours sont simplement en train d'osciller sur la partie inférieure. Globalement, cette fourchette d'Andrews n'apporte rien. Mais si on utilise une fourchette de chiffres, alors là, je vous invite pour le coup à regarder l'article. Vous tapez dans Google fourchette de chiffres. Je vais vous l'écrire. Donc fourchette de chiffres. Vous tapez ça dans Google. Vous arriverez sur un article que j'ai écrit pour DailyFX et qui vous permettra de savoir comment on construit les fourchettes de chiffres. Donc en gros, une fourchette de chiffres, c'est utilisé quand la fourchette d'Andrews est trop verticale ou que le marché ne la suit pas. Et à ce moment-là, on vient finalement ajuster le pied, le point P1, finalement, on le met sur le niveau de retracement des 50%, donc le niveau qui est ici. Et que voit-on? Eh bien, on voit juste que la ligne médiane qui est là a servi de résistance ici, et puis que maintenant nous sommes venus retester cette ligne médiane en tant que support. Donc j'ai envie d'attribuer une force toute relative à cette fourchette de chiffres. Pour moi, c'est pas l'élément le plus important, même si c'est un élément qui vient s'ajouter, j'ai envie de dire, qui vient s'ajouter donc à une vision, au scénario j'ai envie de dire au scénario acheteur. C'est quand même pas un élément
extrêmement fort. Je préfère donc utiliser les niveaux de support tels que je viens de vous les décrire et cette fourchette d'Andrews avec les règles d'Elliott telles que je vous les ai citées tout à l'heure. Alors on va avancer parce que le temps court, hein, mais c'est important de poser quelques éléments sur Elliott et la façon dont moi j'utilise les fourchettes d'Andrews, puisque ce sont donc des techniques que je vais utiliser tout le temps après hein, dans les analyses que je vais apporter donc dans mes quotidiennes et sur ces webinaires. Alors nous allons voir si vous voulez bien le SP ensemble. Donc le SPX, le voici. On retrouve une nouvelle fois hein, ce type de structure. Je vous ai positionné donc la fourchette d'Andrews qui a cours actuellement. Vague 1, 2, 3, nous sommes en train de déployer la vague 4. On a un cluster Fibonacci sur les 2250 qui est un objectif pour moi quand même assez fort. On a eu ici en fait une structure, vous voyez, avec un bas plus bas que celui-ci. Donc pour moi, quand j'ai ce genre de structure, souvent en fait on va rechercher le niveau des 200%. Et donc j'y viendrai visiteur sur la signification des W, X et Y. J'y viendrai. Ce sont en fait des structures de retracement en combinaison double. Mais j'y viendrai un peu plus tard sur les matières premières. Donc ici nous avons le même genre de structure, 1, 2, donc nous sommes en haut de vague 3, nous faisons la vague 4, on est en haut de cette fourchette d'Andrews qui est ici, donc on est dans une partie haute hein, de ce canal. C'est pas étonnant qu'ici on ait eu un retracement relativement important, relativement violent. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ce retracement vient bloquer sur ce niveau qui est ici. Hein. Vous voyez, c'est un niveau support, c'est un cluster. Hein. C'est à la fois l'expansion 1,618 donc de cette vague qui est ici, et c'est également le niveau des 1,272, des 1,272 de cette vague 1,2. Donc on est sur un support Fibonacci clair. Donc on est coincé entre le haut de cette fourchette, on est sur support Fibonacci, et donc ici, pareillement, j'ai envie de dire que les cours peuvent tout à fait latéraliser quelque temps, puisque finalement ça veut dire qu'on est neutre hein, pour le moment sur cet actif. On est en train donc de latéraliser et ça peut donner tout à fait un triangle. Donc si je l'ajuste, alors c'est pas cette fourchette là que je voulais prendre, si j'ajuste le haut de ce canal, vous voyez, le haut de la fourchette sur les hauts, eh bien on peut voir que le marché est revenu chercher exactement le bas de ce canal. Donc vous voyez, en tordant un petit peu la fourchette d'Andrews pour l'ajuster sur la réalité du marché, eh bien on peut voir que le marché est en train de constituer un canal chartiste. Et donc ici, effectivement, vous aviez une zone d'achat très intéressante, puisque c'était à la fois le bas du canal, mais également une zone de support, avec un stop qui aurait tout à fait pu être positionné en dessous de ce bas-là, c'est-à-dire en dessous de ce support Fibonacci qui est ici. Donc vous voyez, c'est une façon d'opérer sur les marchés. Vous repositionnez vos fourchettes en fonction de la réalité du marché et vous regardez quelles sont les zones de support qui permettraient un croisement, et ce sont à ce moment-là des zones d'achat. Je veux dire, si vous aviez acheté cette zone-ci, vous êtes stop 0, et là, vous vous attendez maintenant que le marché suive un scénario haussier, et vous serez très très bien. Donc c'est possible qu'ici, vous voyez, au regard de ce canal, au regard de ce support sur lequel nous sommes, cette zone de support en fait, cette zone, ce haut de canal qui bloque ici, c'est pas impossible qu'ici on latéralise. Voilà, c'est ce qui se passe souvent quand on est coincé finalement par une résistance dynamique en haut, un support en bas, et bien le marché va latéraliser, il va prendre de l'énergie, il va former un range, et puis la cassure du haut du bas de ce range décidera. Puisque si jamais on venait à casser ce bas qui est ici, et bien vous voyez, si on latéralise et qu'on vient à casser le bas de ce range, et bien ça veut dire que par report de range, on ira rechercher les niveaux plus bas, pourquoi pas donc cette zone de support qui à ce moment-là vraiment serait également très attractive pour se repositionner à l'achat. D'accord? Mais pour l'instant c'est très hypothétique. Tout ce que je sais, c'est que le marché est venu chercher le bas de ce canal, c'était un support, et on a une réaction acheteuse de la part du marché.
Voilà. Donc maintenant, on peut latéraliser quelque temps. Si on vient casser ce sommet, clairement, c'est qu'on repart en vague 5 haussière, c'est que nous sommes en vague 5 haussière. Et là, moi, ce que je dis, c'est qu'attention, la zone des 2250 sera un peu tendue. Alors, on pourra se prendre comme objectif, par exemple, le haut de la vague 1, reporter au bas de la vague 4, si la vague 4 est ici. Et vous voyez qu'il y a quand même du potentiel. Mais on pourrait ici bloquer pour faire donc la vague 1 de la vague 5, vague 2, vague 3, vous voyez, il peut y avoir une trajectoire de ce sens-là. Sachant que si on vient vraiment à casser ce haut-là, je pense que cette oblique après fera support dynamique. C'est-à-dire qu'on aura, elle aura une première fois fait échouer les cours, mais si on revient en force la casser, elle peut tout à fait servir d'oblique, donc de support dynamique, avec donc pourquoi pas un pullback, donc vague 1, sous vague 1 de notre vague 5, sous vague 2, puis vague 3, 4 et 5. Pour l'instant, on en est loin. On essaye de voir si notre vague 4 ici serait la bonne. Si jamais on devait retracer beaucoup plus bas, on sait qu'ici on a des zones de support très puissantes. La ligne médiane peut également servir de support. Mais vous voyez, on pourrait tout à fait avoir ce genre de trajectoire. Hein. C'est pas impossible. Par exemple, ici, une vague A, une vague B et une vague C qui revient tester la ligne médiane. Rechercher ce support donc des 1790 et pourquoi pas repartir ici en vague 5, d'accord, pour aller chercher de nouveau le haut de la fourchette. Ça, c'est une autre trajectoire qui est tout à fait possible et qui me ferait dire que si le timing et cette zone de prix est recherché donc ici, ce sera également, vous voyez, c'est pour ça qu'en fait les prix sont importants, mais le timing est également important. Pourquoi? Parce que ce qu'on va chercher en fait à faire, c'est acheter au bon moment. Si vous êtes en tendance haussière, la meilleure façon d'acheter, c'est quand on arrive sur des bas de canal, puisqu'à ce moment-là, surtout si ça coïncide avec un support, puisqu'à ce moment-là, c'est un cluster temps-prix. C'est-à-dire que c'est vraiment là, à ce moment-là, qu'on s'attend une réaction, une poussée acheteuse. Si le marché devait revenir tester en faisant A, B, C, cette zone-ci, on voit qu'on serait sur cette ligne médiane qui est un support, sur ce support Fibonacci, qui est également un support chartiste, et bien vous auriez à ce moment-là une zone temps prix très attractive pour acheter, et à ce moment-là, on partirait en vague 5. C'est pas impossible, hein, puisqu'à ce moment-là, on aurait une divergence qui apparaîtrait certainement sur les cours, qui est souvent synonyme de vague 5. On irait rechercher le cluster des 2250, et puis à ce moment-là, bah, effectivement, après attention, ça sera sans doute après ici une zone où des shorters de swing se manifesteraient. Si au contraire on vient casser dans la foulée ce plus haut, à ce moment-là, je suis pas sûr que cette zone de résistance, ou alors bon, ferait son... Disons que je pense qu'à ce moment-là, le haut de cette fourchette pourrait après faire support. Vous voyez, c'est ce que je me dirais. Donc, je regarderai comment se passe cette vague 5. Est-ce qu'on a fait 5 sous-vagues à l'intérieur de cette vague 5 en arrivant sur cette zone-ci? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me positionnerai en horizon weekly, voire en horizon journalier. Et si je vois qu'en arrivant sur cette zone-ci, on a fait 5 temps, je me dirais, bon, bah, c'est que la vague 5 a toutes les chances de se terminer là et qu'il est temps de clôturer ou de prendre vraiment nos bénéfices. Voilà, bon, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, je continue. Si je veux aborder les matières premières, il faut que j'accélère. On va aller voir. Alors, comment appelez-vous cette latéralisation? Ça n'est pas un triangle. En fait, une latéralisation, ça peut être soit un range parfait, hein, c'est possible. Vous avez à ce moment-là une formation en rectangle. Mais les triangles sont également pour moi des formes de latéralisation, c'est-à-dire de temporisation. On oscille autour d'un axe médian de prix, plus ou moins horizontal. Ça veut dire que le marché attend, d'un point de vue timing, d'arriver sur une zone qui peut être en fait une zone où une oblique se manifeste pour reprendre appui sur cette oblique et repartir donc sur des plus hauts. Nous sommes ici sur le Nikkei, toujours en horizon mensuel. Nous avons ici une grande phase de consolidation qui a cassé de façon impulsionnelle. Donc on peut clairement voir ici du 5 temps, 1, 2, 3, 4. Alors je ne sais pas si c'est 3 ici avec un ABC, peu importe. On a une sous-vague 3 et donc une vague 5 ici qui nous donne notre haute vague 3. Cette fois-ci,
on a buté sur un niveau clé. Vous voyez l'importance des niveaux Fibonacci, hein. On voit très bien que le niveau des 100% qui est ici fait office de support. Alors, si le marché s'est bloqué sur ce niveau-là, c'est le niveau 100% de cette expansion. Ici, on voit très bien que le niveau des 1, 2, 7, 2 a fait office de résistance. Les niveaux Fibo posés sur les vagues pertinentes, ce sont des niveaux extrêmement forts. Donc, on a bloqué sur le niveau donc des 20 000, 20 600. C'était notre vague 3. Nous sommes à l'image de ce que fait le SP, le DAX, le CAC 40, en train de faire une vague 4. J'ai positionné une fourchette d'Andrews parfaite sur la vague 1-2. On voit que cette fourchette fait plutôt bien son travail, hein, puisqu'ici, elle a permis de modéliser donc, le marché jusqu'ici. On a bloqué, on voit que le haut de cette fourchette a bloqué, puis finalement on l'a cassé. Et nous sommes maintenant en train de revenir tester le haut donc, de cet ancien canal. On a eu un mouvement très puissant, hein, sur le Nikkei. Et donc nous sommes sur un support, pour moi, absolument évident. Et de la même façon que sur le SP, j'ai envie de dire sur le CAC, on est bloqué par une résistance et on est sur une zone de support croisée, c'est-à-dire une oblique et un support à la fois chartiste et Fibonacci. Donc on peut tout à fait latéraliser quelque temps ici avant pour finalement prendre de l'énergie sous cette résistance pour casser et aller rechercher des plus hauts. C'est un scénario qui est tout à fait crédible. Alors, si je devais ajuster cette fourchette sur les bas, de cette façon-ci, on voit sur quoi on a bloqué, hein. Également, on voit que cette ligne médiane, de façon assez surprenante, hein, mais pourtant c'est le cas, cette ligne médiane a fait l'objet de contact, on voit qu'elle a fait travailler les cours, et donc eh bien, on a une forme de pseudo-canal de régression que je mettrai à ce moment-là évidemment pointillé, et qui montre, voyez, par finalement c'est cette amplitude, hein, ici que j'ai utilisée, cette amplitude reportée sur ces plus bas. Eh bien on est arrivé, ça veut dire qu'on a fait une vague, voyez ici à peu près égale en amplitude, et donc le marché a simplement bloqué, hein, ici sur cette zone, et donc on peut voilà avoir une latéralisation. C'est pour ça qu'ici quand le marché est arrivé sur cette zone-ci, sur les 20 500, j'avais annoncé sur Twitter qu'on avait un gros problème sur le Nikkei, parce que c'était un haut d'un canal possible, c'était un niveau Fibonacci clé, mais bon, ce canal est quand même subjectif. La réalité est que nous sommes sur une zone de support, qu'il reste quand même une vague 5 haussière, et que le marché peut tout à fait latéraliser pour repartir. Donc ça serait le scénario 1, et s'il devait latéraliser plus profondément, eh bien il irait peut-être, pourquoi pas, chercher ce niveau 6, donc un retour sur la ligne médiane, qui serait également donc un support ici, hein, le support des 15 500, 15 000, 15 500, pour à ce moment-là repartir, voyez, chercher le haut de ce canal avant de repartir plus bas sur un retracement. Ça, c'est tout à fait un scénario crédible, et à ce moment-là, eh bien ici nous aurions une zone d'achat. Nous aurions ici certainement une zone de vente. Si on voit que le marché montre des bougies de retournement, évidemment, c'est pas une zone de vente qu'il faut prendre pour argent comptant. Mais si on voit des structures chartistes de retournement dans des unités de temps inférieures, eh bien, on pourrait tout à fait jouer ça pour finalement jouer un pullback, hein. C'est jouer un pullback sur la cassure de cette oblique qui est ici. Et là, nous aurions une zone d'achat extrêmement intéressante pour repartir de nouveau en tendance haussière. Vous voyez un petit peu comment on peut jongler avec les éléments, avec les fourchettes, comment on peut essayer de lier ça avec des niveaux Fibo pour essayer de voir les croisements chartistes, graphiques avec donc ces niveaux clés de support ou de résistance pour, j'ai envie de dire, anticiper les points de blocage ou les zones de support. Voilà, donc ça c'était pour le Nikkei. Alors on va switcher maintenant sur les matières premières. Donc je vais vous présenter l'or. J'avais fait un article, hein, sur DailyFX que vous pouvez retrouver également si vous faites Gold Nicolas Lavallée, où je présentais bien finalement cette vision qui était là. À l'époque on était quelque part par ici et j'avais indiqué que c'était des zones en fait de vente, simplement parce que si on prend ce point pivot qui est ici, ce point pivot là et ce point pivot qui est ici, en l'ajustant sur le bas de la fourchette, vous voyez, en ajustant la fourchette sur le bas, hein, qui est ici, on voit très bien, je vais le faire d'ailleurs précisément, si j'y arrive, voilà.
Voyez actuellement quel est le problème. C'est-à-dire qu'on est en train de longer finalement la partie supérieure de ce canal de régression de façon très nette. Vous voyez, le marché voit cette fourchette qui est ici. Il a bloqué donc sur le bas, enfin, du moins c'est par ajustement. Mais on voit que la ligne médiane ici était plutôt pas mal. Moi, ce que j'aime faire, c'est il faut que la ligne médiane et les bornes montrent le plus de contacts possible, c'est-à-dire qu'elles aient fait office de support ou de résistance. Donc c'est pour ça que j'avais positionné légèrement mon canal comme ceci, j'avais fait coïncider la ligne médiane, vous voyez, avec ce doji qui est ici. Donc on a eu un rejet là, on voit que les cours finalement longeaient la ligne médiane qui était ici et ont bien bloqué sur la partie supérieure. Donc d'un point de vue des comptes Elliotistes, alors je ne vous fais pas le décompte qui est ici, mais ça c'était du 5 temps, historiquement parlant. Et là, je vais pouvoir répondre à une question de la part donc, de visiteurs sur la signification des X, W, Y. Quand on a en fait un mouvement ascendant, impulsionnel en 5 temps, on va la plupart du temps corriger en 3 temps, c'est-à-dire faire des mouvements en A, en B et puis en C. D'accord? Sauf dans le cas de figure où c'est un triangle et à ce moment-là, c'est différent et je vous le présenterai quand des triangles se manifesteront sur les graphes que je vous présenterai. On peut avoir parfois des structures en 3 temps mais plus complexes. C'est-à-dire des structures en 3 temps mais qui elles-mêmes sont décomposables en 3 temps. C'est ce qui se passe ici. Vous voyez, en fait, ici on a eu, sur notre point W, on a eu 1, 2 et 3 temps. C'est-à-dire que quand en fait on a une structure ABC, vous voyez, on a eu par exemple une grande impulsion haussière qui aurait pu être décomposée en 5 temps, et puis on attaque la phase de retracement, A, B, donc 3 temps, A, B et C, voilà, tac. Et bien, si vous pouvez ici décompter 5 sous-temps, donc on imagine, vous êtes en unité mensuelle, et quand vous descendez en horizon hebdo, vous voyez clairement que là on avait 5 vagues. D'accord? Et bien si vous avez 5 vagues, c'est ce qu'on appelle forcément une vague A. C'est-à-dire que si vous avez 5 temps pour la première vague donc de retracement, et bien à coup sûr vous allez avoir une vague B et une vague C qui elle-même sera en 5 temps. Donc à ce moment-là, c'est du 5, 3 et 5. Voilà. Donc ça, c'est le plus fréquent. Mais si jamais vous avez une vaga qui est en 3 temps, vous pouvez à ce moment-là avoir une structure en fait en W, ce qu'on appelle du W, X et Y. C'est-à-dire en fait, finalement, vous pensiez qu'ici, vous aviez eu finalement une... Voilà, je vais le faire ici, vous allez comprendre. Voilà. Donc ABC. Mais que se passerait-il si jamais on refait ça et on revient casser le plus bas? Et bien à ce moment-là, ça veut dire que cette vague ABC était une vague de correction d'ordre supérieur, que l'on va noter W. À ce moment-là, nous aurons une vague X ici, et puis une vague Y. Voilà. C'est la façon dont on note les combinaisons doubles. Voilà. Donc c'est pour ça que de temps en temps je mets un ABC, c'est quand le A, je peux le compter en 5 temps, et bien je pars sur une structure ABC. Mais si jamais qui elle-même donc peut donner potentiellement une vague W en 3 temps, avec un X en général en 3 temps, et un Y derrière à venir. Donc ici, on a eu on peut le voir en weekly, je vais y venir après, mais globalement, ici on peut décompter du 3 temps, donc on a une petite correction en 3 temps, donc j'ai noté W, X et Y, mais bon, vous pouvez, c'est comme si vous aviez en fait, pour faire simple, un ABC mais d'ordre supérieur, tout simplement. Ça, c'était une petite correction en ABC, et puis on a corrigé ce mouvement-là, c'était notre vague X, et puis là on fait une grande correction. Et moi, ce que je vois, alors, la vague Y, bon, là je l'ai décomposé de cette façon-là. Mais vous pouvez tout à fait avoir ici, il y a un autre décompte qui est possible, c'est d'avoir ici en fait une vague A, une vague B et une vague C en 5 temps. Là j'ai envie de dire c'est moins important. Ce qui est réellement important, c'est de voir qu'on est toujours au sein de ce canal baissier,
d'accord, qu'on est en train de faire une structure qui est tout sauf impulsionnelle. Vous voyez, on est en train de faire des chevauchements. Ça, c'est le signe d'une tendance qui s'essouffle, qui s'épuise. En général, c'est ce qu'on appelle d'un point de vue idiotiste une formation en diagonale terminale. Les formations en diagonale terminale, ce sont des formations également 5 temps, mais pour lesquelles il y a plein de chevauchements, et pour lesquelles les vagues sont tout en 3 temps. C'est une particularité idiotiste des vagues 5. On ne rencontre ça qu'en vague 5. Donc c'est ce qu'on appelle des diagonales terminales. Ça donne lieu à plein de divergences. Ici, c'est clair que si vous deviez prendre un RSI dans cette unité de temps, là vous avez une très belle divergence en fait haussière. Ça veut dire simplement que le marché est en train d'arriver sur des seuils tellement importants que les vendeurs ont du mal à pousser par le bas. Donc on est sur un marché qui s'essouffle. On peut aller rechercher les niveaux en dessous, les niveaux des 1100, 1050, 1000, mais là on arrivera vraiment sur des clusters à mon avis très importants, et c'est, je pense, ce qui va vraiment bloquer, c'est vraiment ce qui bloque, c'est que là, si je devais être, comment dire, gérant de fonds, j'ai plutôt envie de me dire qu'on commence à arriver sur des zones d'achat que des zones où il y a encore un gros potentiel à la vente, je pense, sur ce métal précieux. C'est pour ça que ça manque un petit peu de jus, je pense, et c'est la raison pour laquelle ce marché est si compliqué sur l'or. On est en train de faire une diagonale terminale. Donc quand on voit en fait en horizon semaine, vous voyez là j'ai zoomé dessus. Donc on a en fait un canal de régression ici, qui est assez clair. Faut simplement positionner sur les hauts, on voit les réactions sur les bas, sur les hauts. Donc pour moi, c'est ce canal de régression que le marché suit. J'ai positionné une autre fourchette d'Andrews qui est ici. Il y a deux possibilités en fait. On est en train de faire la vague 5, d'accord, 1, 2, 3. En fait, vous voyez ici, on a fait 3, une vague 4 en 3 temps, et on est en train de faire la vague 5. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ici, on fait du 3 temps. Vous voyez, on a fait 1, 2, 3, une vague 2, 1, 2, 3, une vague 3, voyez, puis 1, 2, 3. Donc c'est pas impossible que notre vague 5 ici soit terminée. C'est pas impossible que l'or ait trouvé son point bas sur les 1075. Parce que, alors que signifie Alt? Alt, c'est un décompte alternatif. Parce que de temps en temps, il y a plusieurs décomptes possibles. Et que donc, il faut privilégier un scénario, mais il ne faut pas négliger il faut pas négliger également l'autre possibilité. Alors ici, c'est ce que j'indique donc sur ce graphe. On peut avoir en fait en fonction des décomptes, on peut avoir ici une vague W, une vague X et donc une vague Y qui serait en termes d'objectif un report de distance de cette vague qui est ici jusqu'au sommet de cette vague qui est là. Et à ce moment-là, on verrait que la zone des 1046, qui correspondrait au bas de ce canal, voyez, cette zone serait une zone extrêmement attractive pour des acheteurs. Peut-être trop attractive. C'est peut-être la raison pour laquelle peut-être que le bas a déjà été trouvé. Peut-être que des gens, des acteurs importants, se disant qu'on arrive vraiment 1078, 1050, à 40 $ près, on arrive sur la zone. Peut-être que là, les acteurs ont commencé à se positionner, et peut-être donc que le point bas s'est trouvé. Une façon, j'ai envie de dire, quelque chose qui nous permettrait à nous de nous dire qu'effectivement, ce scénario d'un point bas, j'ai envie de dire, serait activé, c'est si le marché vient casser ce sommet qui est ici. Parce que si on vient casser les 1170, eh bien, ça veut dire qu'on sort finalement de cette fourchette d'Andrews qui est ici, et le marché est en train de nous dire qu'en loi de dos, il est en train de faire quelque chose d'important. Après, on aurait cette résistance qui est là, les 1220. C'est vrai que si on devait arriver ici, là, sur cette zone-là, c'est une zone qui est également une zone un peu compliquée. Parce que nous serions sur le haut de ce canal de régression,
on serait sur une zone de résistance, et donc là on pourrait avoir une réaction baissière, voyez, peut-être pour faire quelque chose comme ça, pour peut-être après casser définitivement donc ce canal. Mais une chose est sûre, c'est que d'un point de vue, j'ai envie de dire stratégique, on arrive sur des zones qui sont des zones de positionnement quand même acheteuses sur ce métal précieux, quoi, clairement. Si on vient casser le bas qui est ici, c'est qu'on va aller retester la zone des 1050, et la zone des 1000, c'est une zone qui serait, je sais pas si le marché va y arriver, quoi, parce que là vraiment on aurait vraiment tout, je pense, pour, euh, pour y aller. Alors effectivement, commentaire de la part de Dollar, il y a la Fed avec comment dire une hausse des taux possible. On sait que c'est le XO hein, c'est l'or face au dollar. Donc si le dollar devait s'apprécier, l'or va pas s'apprécier. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement se dire que la hausse des taux n'a pas déjà été pricée par le marché? Vous voyez, c'est quelque chose qui peut tout à fait être crédible. L'or répond quand même s'il y a des métaux qui sont plus industriels, je pense notamment au cuivre, si l'économie mondiale repart, si on sort de cette crise, hein, les métaux vont de nouveau potentiellement être sous tension. Puisqu'à ce moment-là, ça veut dire que les industries vont partir de l'avant, et les industries sont consommatrices de métaux précieux, hein. On sait que l'argent, le cuivre, tout ça sont utilisés dans les industries. Donc, et l'or également, même si c'est à moindre, j'ai envie de dire, dans un rapport moindre que l'argent, ce sont quand même des valeurs qui sont recherchées euh, pour leur intérêt industriel. Donc à ce moment-là, je ne sais pas en termes de balance euh, qui penchera le plus, mais voilà. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que nous sommes ici sur une phase, vous voyez, qui ressemble, d'un point de vue chartiste, hein, ça ressemble en fait à un biseau, hein. C'est un biseau en fin de tendance baissière. Voilà, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Un biseau en fin de tendance baissière, c'est une structure de retournement. En héliotiste, quand on peut décompter des vagues en 3 temps et pour lesquelles on arrive à une vague 5, eh bien ça commence à être un petit peu tendu. Voilà, c'est ce que je voulais vous indiquer. Alors on va passer sur le pétrole, il me reste 3 minutes, donc j'aurai pas l'occasion de vous faire voir l'euro-yen, ça sera pour la semaine prochaine. Le pétrole, alors très schématiquement, en 3 minutes, je vais être très bref, mais globalement, vous voyez ici on a eu une grande vague d'impulsion baissière sur le pétrole, et toute cette vague qui est ici correspond plus à une... bon, je vais vous décrire ça d'un point de vue Elliott. On a eu ici en fait suite à cette montée, hein, cette appréciation du pétrole, on a eu une vague baissière donc, que je peux décompter clairement en 5 temps, une vague A. Et donc ici, normalement, on s'attend après une vague A, une vague B haussière, puis une vague C baissière. Alors on pourrait se dire, mais on a peut-être eu une vague A, une vague B, et nous avons fait la vague C baissière. Mais pas tout à fait en fait, parce que ça, c'est un peu étrange comme structure. Donc moi je serais plutôt partant d'une structure corrective de ce genre-là. On a fait une vague A, et nous sommes en train de faire une correction de cette vague A en 3 temps, c'est-à-dire A, B et une vague C, c'est-à-dire ici une hausse du pétrole, pour après repartir, vous voyez, on n'a pas fait de pullback, pour repartir baissier et finir la vague C relative à cette vague A. Vous voyez, en termes de décompte idiotiste, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Le plus logique. Bon, on est sur du long terme, ça reste un décompte, c'est hypothétique, nous sommes d'accord. Si on essaye de voir, mais logique d'un point de vue décompte, ce mouvement-là mérite de toute façon un mouvement, j'ai envie de dire, à peu près de même ampleur. Et je suis pas certain que ce soit ce mouvement-ci en fait. Parce que si de toute façon ça devait être ce mouvement-ci, ça veut dire qu'on devrait prendre une expansion de ce genre-là.
la positionner sur, je vais recaler le haut, voilà. On prendrait à ce moment-là une expansion qu'on positionnerait sur le haut, le bas, et qu'on viendrait mettre ici. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le marché vient rechercher les 100%. C'est-à-dire rechercher un niveau qui est tellement bas qu'il me semble totalement irréaliste. Alors, c'est soit les 100%, soit les 61,8, hein, donc ça peut être ce niveau-ci. Hein. Dans ce décompte ABC, ça peut être ce niveau-ci. Mais ça peut pas être le niveau des 100%, puisque bon, ça paraîtrait complètement irréaliste. Toujours est-il que si mon décompte est le bon, c'est-à-dire vague A, ABC, et qu'on se retrouve sur ces niveaux-là, eh bien, on pourra à ce moment-là, vous voyez, si on devait les rechercher des niveaux beaucoup plus hauts, on pourrait avoir des niveaux qui seraient beaucoup plus réalistes. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, je m'attends quand même à ce que on ait un mouvement aussi. Alors, si on devait faire un zoom, et je vais terminer là-dessus, comment, alors question de la part de visiteurs, comment appelons-nous la vague entre B et le point O à suivre avant le C? Bon, tout ça, ce sont des vagues correctrices en fait ABC. Donc entre la vague B et le point O à suivre avant C, ce sont des fins de mouvement en fait. Il n'y a pas de nom en fait particulier à donner à ça. C'est la fin finalement d'une structure en zigzag. Un ABC, c'est une structure en zigzag et donc c'est ce qu'on dirait. Voilà, je veux simplement dire quelque chose d'important sur le pétrole. C'est que ici on a fait un mouvement 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on est en train de faire une structure en double bottom, ici, sur le pétrole. Ça ressemble, même si c'est encore très anticipé pour le dire, si je prends une fourchette d'Andrews, vous voyez, positionnée sur ce décompte héliotiste qui est ici, en W, vous voyez, 3 temps, vous voyez, donc W 3 temps, X 3 temps, Y 5 temps, on est arrivé sur une zone d'objectif clé. Vous voyez comment les 200% ont fait réagir les cours. Ce niveau-là était un cluster. On a eu une première réaction, on a eu un double bottom qui nous a permis de modéliser la vague 4. De cette vague 4 est né donc, vous voyez, on avait une fourchette d'Andrews qui était claire, c'était un point d'achat. Nous sommes en train de faire une divergence nette sur les cours. Nous avons une divergence haussière. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas atteint le bas de ce canal. Donc c'est une divergence haussière. Nous avons atteint un niveau Fibo. On est sur le bas d'un canal Andrews. Tout ça me fait dire que là, on a peut-être atteint un pas de marché sur le pétrole. Donc je ne serais pas surpris qu'ici, on ait une structure de double bottom qui apparaisse avec cassure ici de ce point pour les rejoindre à terme, donc le niveau des 70-80, ce qui serait un excellent signe de reprise de l'économie mondiale. Voilà. Donc c'est pas du tout impossible. Par contre là, clairement, on aurait une zone de vente technique, puisque ce serait une zone de résistance, et le haut de ce canal Andrews. Voilà. Donc je suis plutôt, j'ai envie de dire, sur des positionnements d'achat court terme, j'ai envie de dire swing sur l'US Oil, sans levier, c'est encore très tendu, on est sous résistance, il y a le haut de ce canal qui arrive derrière, mais les niveaux qui sont ici me font dire que, vous voyez, on a eu une belle impulsion, on a eu une avalanche haussière, on a fait un doji sous résistance, mais bon, il y a des acheteurs quand même qui se manifestent sur la zone, donc c'est la question que je me pose. L'USDK, dont on l'a vu la semaine dernière, est arrivé également sur une zone très tendue, c'est une zone de prise de bénéfices. Je vous ai indiqué que la UDUSD était sur une zone potentiellement d'achat. Tout ceci est corrélé et prend sens. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire sur cette matière première. Voilà, on n'aura pas le temps de voir l'euro-yen, désolé, j'ai pris un peu de temps parce qu'il fallait expliquer, il faut expliquer Elliott comment ça fonctionne, donc c'est important de revenir sur ces concepts. On verra la semaine prochaine, donc on fera un retour sur le Forex la semaine prochaine, donc sur certaines paires croisées, puis on descendra dans les unités de temps sur l'euro, la livre et les autres paires majeures. Voilà, bah écoutez, je tenais à vous remercier de votre présence, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.